Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Guillaume Duval, économiste, rédacteur en chef d'Alternative économique, de Michel Alieta, 2A, professeur de sciences économiques à l'Université de Paris-Ouest, conseiller scientifique au CEPI, et vous venez de publier chez Michelin Zone Euro, éclatement aux fédérations. Et nous sommes en compagnie également de Nicolas Bavrez, historien et économiste, éditorialiste au Point et collaborateur régulier de l'économie en question, de Dominique Rousset, le samedi sur France Culture à 11h. La première question sera toute simple. Alors, comment vivez-vous, messieurs les économistes, ce que beaucoup appellent une dégradation, voire déclassement? Eh bien, ne répondez pas tous en même temps. Michel Alieta. Je vais bien commencer. En effet, je crois que personne ne dit ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que les agences sont en cause dans cette affaire. C'est-à-dire qu'on les considère comme des divinités qui disent la vérité. En réalité, les agences ne sont pas le thermomètre qui mesure la température. Leur influence réciproque avec les marchés, le retour sur l'économie est très importante. Or, dans les taux d'intérêt qui existent sur les dettes publiques, vous avez un mélange de crise, disons, de risque de crédit, c'est-à-dire le véritable risque que les États ne soient pas capables de gérer leurs finances publiques dans le temps, et de risque de liquidité. Et le risque de liquidité, c'est aujourd'hui ce qui est le plus important, c'est-à-dire que les marchés étant déboussolés, les marchés ne regardent pas ce que la dette publique va pouvoir être, disons, satisfaite dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Elles disent, est-ce que si je vends demain, quelqu'un va m'acheter ma dette? Et ça, les agences sont incapables d'évaluer ce type de risque. Prenons l'exemple de... Mais alors, attendez, pourquoi on leur accorde autant d'importance? Et je voudrais rebondir, j'avais prévu cette question, et je vois que, justement, Hubert Huertas y faisait allusion. Il y a un an et demi, allez, 2 ans, pas grand monde ne connaissait même l'existence des agences de notation. Et vraiment pas grand monde, il faut être tout à fait honnête. 8 personnes sur 10, 9 personnes sur 10. Pas les investisseurs de marché. Mais tout de même, il devait y avoir forcément beaucoup de gens qui étaient au courant. Mais ceux-là, au fond, n'avaient jamais alerté véritablement sur l'idée qu'il y avait des agences de notation et que les politiques économiques de chacun de ces pays étaient indexées en fonction de ce que diraient ces agences de notation. Qu'est-ce qui fait qu'en 1 an et demi, 2 ans, tout d'un coup, c'est devenu central et qu'on a le sentiment aujourd'hui que les politiques et les campagnes présidentielles des uns et des autres courent après ces agences de notation? Pourquoi tout d'un coup ont-elles une importance cruciale? Je crois que ça vient de l'évolution de cette crise, puisqu'elle est partie du secteur financier, comme il a d'ailleurs été rappelé. Et là, c'est vrai que la responsabilité des agences, elle a été très fortement mise en cause, à juste titre, dans la crise des subprimes, avec la notation d'un certain nombre de véhicules. Et cette crise, elle a muté, d'abord sur le plan économique, avec le chômage de masse dans les pays développés, et ensuite, elle a atteint les risques souverains, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, puisque je rappelle que la première dégradation, la plus spectaculaire, elle a eu lieu le 5 août avec les États-Unis. Oui. Donc, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, parce que c'est une crise des risques souverains, donc des États, dans le monde développé, forcément, c'est un objet qui est aujourd'hui un objet tout à fait politique. Mais la critique des agences sur les États me semble beaucoup moins bien fondée, parce que d'abord, elles ont plus fait leur travail. Si on regarde la Grèce, la première dégradation date de 2004, donc là, les agences ont très bien vu que la situation de la Grèce se dégradait. Et ensuite, les agences mesurent, elles ne font pas du tout la loi ni de la politique ni des marchés, elles mesurent simplement la capacité d'un État à rembourser ses dettes. Et comme on disait par ailleurs, donc la capacité à rembourser, c'est la solvabilité, la capacité à lever de l'argent, c'est la liquidité. Elles ont 3 critères. Le premier critère, c'est effectivement la situation des finances publiques. Le deuxième, c'est la croissance. Le troisième, c'est la qualité de la gouvernance. Par exemple, les États-Unis ont clairement été dégradés sur le fait que la classe politique américaine, avec la pression des Tea Party, était incapable de se mettre d'accord sur l'équilibre entre les hausses d'impôts qui sont nécessaires et puis les baisses de dépenses. Aujourd'hui, quand on prend un pays comme la France, il y a un problème de finances publiques majeur. Pas tellement le niveau absolu de la dette, mais le niveau des dépenses, 56% du PIB, et des recettes 49%, qui fait que c'est difficile, effectivement, d'augmenter plus les impôts et que la classe politique française, de toute manière, refuse de baisser les dépenses. Il y a un problème de croissance. On est en croissance zéro en 2012. Et il y a un problème de gouvernance, puisque, comme on l'a dit, le dernier budget en équilibre, c'est 1973. Donc, on peut quand même se poser des questions sur la capacité du système politique français
à remettre un budget en équilibre. Donc pour vous, c'est en l'occurrence, la note de Standard & Poor's, c'est une constatation purement factuelle. Factuelle, point barre. Voilà, et la seule chose que je voudrais rajouter, c'est que on a on a eu des décisions là-dedans. La première qui concentre le feu, qui est effectivement la partie française. Mais j'ajoute qu'il y a plus de la majorité des pays de la zone euro qui ont été dégradés. Donc on a bien 9 sur 17, c'est-à-dire plus de la moitié. Donc on a deux aspects. On pourrait faire sur l'Europe la même démonstration que celle que j'ai faite sur la France. Là encore, et là ça rejoint ce que disait M. Lordon, c'est qu'il y a bel et bien du côté des agences... C'est un axe bavré. Lordon, c'est le scoop absolu. C'est-à-dire qu'il y a bel et bien la sanction de l'incapacité des institutions de la zone euro à gérer la crise. Je vois tout de même Guillaume Duval d'Alter Eco froncer les sourcils, vous n'avez pas l'air d'accord, et je rajouterai juste une demi-question à cela. Effectivement, quand même, comment se fait-il qu'elles ne soient pas toutes d'accord en même temps, ces agences de notation? Parce que Standard & Poor's dégrade la France, mais pour l'instant, Fitch, l'adresse de la Charrière, ne bouge pas, et Moody's attend un peu. Mais enfin, on dit que Moody's, ça serait pour demain, peut-être. Guillaume Duval. Oui, donc ces agences apprécient, comme l'a dit Nicolas Bavrez, la capacité à rembourser les dettes dans le futur, et là-dessus, effectivement, il n'y a pas de science exacte, donc il est pas illogique qu'elles soient en désaccord. Ce qui concerne cette décision de Standard & Poor's, il y a sans doute un biais anglo-saxon, notamment dans le fait que le Royaume-Uni ne soit pas concerné par par les soucis que peut exprimer Standard & Poor's pour le futur, alors que sa situation économique est assez dégradée, et celle de ses finances publiques encore plus. Mais pour le reste, je dois dire que j'ai regardé assez attentivement les attendus de la décision de Standard & Poor's, et malheureusement, je ne peux qu'être assez d'accord avec l'appréciation qu'il porte sur le bilan très négatif qu'il tire, parce que je pense que c'est pas spécifiquement une question française. Nicolas Bavrez a raison de souligner que c'est l'ensemble des pays de la zone euro. Évidemment parler de la question européenne. Mais Standard & Poor's a raison de critiquer très durement la politique qui a été menée par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy depuis 2 ans. Le fait que l'austérité, le fait de pousser tous les États en même temps dans une austérité forte nous pousse dans la récession et ne peut pas résoudre les questions de dette publique. C'est un des points que souligne fortement et à juste titre Standard & Poor's. L'autre point que souligne fortement et à juste titre Standard & Poor's, c'est que au lieu de nous raconter des histoires avec un nouveau traité qui n'apporte pas grand-chose par rapport au dispositif existant et qui va nous embêter politiquement pendant 2 ans, les chefs d'État et de gouvernement n'ont rien décidé le 9 décembre dernier pour renforcer les moyens immédiats de lutter contre la spéculation, et ça inquiète à juste titre aussi Standard & Poor's. Alors, est-ce que tout de même, à partir de là, on peut se poser la question légitimement de quelle est aujourd'hui la crédibilité et que porte la parole politique? Michel Alietta, si une agence de notation telle que déjà vos 2 camarades dit au fond une sorte de vérité factuelle, et que par ailleurs, depuis quelque temps, on nous disait d'abord qu'il ne fallait pas s'en inquiéter de cette dégradation. Enfin, on nous a dit qu'il fallait s'en inquiéter, puis ne plus s'en inquiéter, et que le sommet du 9 décembre, après tout, avait réglé beaucoup de choses, et que la future renégociation du traité finirait de tout régler. Rien n'est réglé. Rien n'est réglé du tout. Et donc là, en l'occurrence, l'agence de notation donne le là sur la parole politique, en disant en plus que la parole politique a dit n'importe quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette vérité factuelle? C'est ça, je dis, il y a un mélange de facteurs, et c'est pas la responsabilité, disons, de la gestion des finances publiques qui est seule en cause. Prenez le cas de l'Italie. L'Italie a des taux d'intérêt qui sont autour de 7%. Pour ses obligations. Et ça, il lui correspond des primes de ce qu'on appelle les CDS, c'est-à-dire les contrats qui permettent de définir, si vous voulez, l'assurance vis-à-vis du risque de crédit. Si c'était vrai, si c'était seulement le risque de crédit de l'Italie qui était en cause, ça correspond à une probabilité de défaut de l'Italie de 30%. C'est complètement absurde. Les fondamentaux de l'Italie, en tant que fondamentaux du pays capable, si vous voulez, de gérer son économie, sont meilleurs que les nôtres. Il y a une industrie beaucoup plus solide que la France. Donc, il y a dedans essentiellement, si vous voulez, le risque de liquidité, ce qui est en effet le fait que l'ensemble des institutions de la zone euro sont incapables de gérer le choc de la crise financière et son retour sur les dettes publiques. Donc, la seule manière de faire à court terme, et le problème se poserait plus.
c'est de faire ce que fait la Fed. C'est-à-dire, dès lors que l'agence Standard & Poor's a dégradé la note américaine, la Fed l'a contrée totalement. Immédiatement, elle a injecté la liquidité. Elle a dit, j'achète les dettes publiques qu'il faut. Et les taux d'intérêt ont baissé au lieu de monter. Ça, la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de le faire. Elle n'a pas le droit, il faudra qu'elle le prenne. On n'en sortira pas autrement. C'est ce que vous dites dans votre livre. Bien entendu. Dans Zone euro éclatement aux fédérations, vous dites qu'il faut que la BCE... Il faut que les BCE, les banques centrales soient capables de mettre des plafonds sur les taux d'intérêt en sorte que les différences des taux d'intérêt expriment des écarts de risque de crédit pur et qu'elles contre le risque de liquidité qui correspond aujourd'hui à la panique. Sauf qu'on n'y est pas, ça. Ah ben non. Nicolas Bavret. Non mais absolument, c'est-à-dire que ce que vous disiez, les agences, elles font une analyse factuelle. Elles ne dictent pas une politique économique. Donc aujourd'hui, si on reprend les deux aspects de la décision... elle la dicte pas, elle l'induise. Non. Mais non, pas du tout, puisque aujourd'hui... il y a beaucoup de manières, par exemple, on va reprendre la France et l'Europe. Donc, elle dément quand même, elle dément la validité de ce qu'on nous a annoncé comme politique économique qui réglerait la question. Elle dément il y a deux choses qui sont différentes, c'est-à-dire par définition, comme elle juge une politique et le résultat d'une politique à un moment donné. Par exemple, sur l'Europe, elle juge le fait que, alors que ça fait 2 ans et 4 mois que la crise grecque a démarré, il n'y a strictement aucune solution. Et que le défaut grec, il est parti pour arriver en mars si ça continue comme ça. Que depuis 2 ans que la crise de l'euro a démarré, on n'a toujours pas de solution, alors que comme il a été rappelé par Guillaume Duval, on a eu 16 sommets de la dernière chance, et à force d'avoir la dernière chance, il y a un moment donné où ça va vraiment tourner mal. Donc c'est le passé. Mais les agences ne proposent pas de politique économique et ne déterminent pas l'avenir. Donc aujourd'hui, par exemple, sur la question française, comment désendetter sans sacrifier la croissance, comment rétablir la compétitivité du pays tout en luttant contre le chômage, on peut avoir des réponses qui sont très différentes. Pour l'Europe, aujourd'hui, on a 3 problèmes qui ne sont pas traités. Comme on l'a dit, le financement immédiat des États. Comment est-ce qu'on a de la croissance et qu'on coordonne les politiques des pays excédentaires et déficitaires? Et comment on arrête la divergence explosive entre l'Europe du Nord qui va bien, une Europe du Sud qui ne va pas très bien, et la Grèce et d'autres qui sont en faillite? Comment est-ce que je fais une politique pour tout ça? Il y a des réponses qui sont très différentes possibles. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on n'en a pas apporté. Il reste une minute avant la fin de cette première partie. Guillaume Duval. Oui, on reviendra sans doute sur toutes ces questions structurelles. Ce que je voudrais souligner simplement, c'est que la décision de Standard & Poor's, c'est pas pour la France qu'elle aura dans l'immédiat des conséquences les plus lourdes. Le principal problème qu'il va falloir surveiller comme le lait sur le feu cette semaine, c'est ce qui va se passer pour l'Italie et pour l'Espagne, qui ont été dégradés de 2 points, de 2 crans. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il faut aider l'Italie, s'il faut aider l'Espagne, c'est tout à fait autre chose que la Grèce, l'Irlande et le Portugal. La Grèce, l'Irlande et le Portugal ensemble, c'est 5,8% du PIB de la zone euro. L'Italie, c'est 17%. L'Espagne, c'est 11%. Si en particulier, il faut que le FMI intervienne en Espagne et en Italie, ça veut dire qu'en gros, l'Europe aura perdu son autonomie politique. Ça veut dire que l'ensemble de la construction européenne aura été placé sous tutelle internationale. 8h16 les matins de France Culture. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Winchel. C'est l'heure de votre chronique qui introduit le débat des matins. 35 ans de fiction. Ben oui, 35 ans qu'on nous prévient. On ne peut pas dire qu'on n'a pas été prévenu. Il y a 6 ans, on lisait par exemple dans le rapport Pébro, je le cite, « L'explosion de la dette publique ne s'explique pas par des circonstances exceptionnelles. Elle résulte du fait que chaque année depuis 25 ans, les administrations publiques sont en déficit. » alors même qu'elles peuvent compter sur le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé des grands pays industrialisés, elles doivent néanmoins s'endetter pour financer des dépenses encore plus importantes. On était à l'époque à 53,5 du PIB, selon le rapport Pébro. Je cite encore le rapport Pébro d'il y a 6 ans. Ces 10 dernières années, les dépenses de l'État ont été supérieures à ses recettes de 18% en moyenne. La poursuite de l'endettement public ne résoudrait rien et nous exposerait au contraire à un risque d'asphyxie financière. Alors j'aurais pu évidemment citer également les rapports alarmistes de la Cour des comptes, constamment alarmistes, tant à l'époque de Philippe Séguin qu'à celle de Didier Migaud. Le risque d'asphyxie financière qui n'était qu'une menace est donc à présent une réalité. On aura beau dire que la décision de Standard & Poor's a été anticipée, ajouter que les États-Unis aussi ont perdu leur AAA et conservent cependant la confiance des marchés, il n'empêche. Nous allons payer 35 années de laxisme budgétaire. Droite et gauche sont également concernés, les uns pour avoir taillé dans les recettes et les autres pour avoir alourdi les dépenses.
La culture de la dette, l'idiosyncrasie déficitaire font, nous dit-on, partie de la culture nationale. En outre, elle a la caution des keynésiens vulgaires, au sens où on parle de matérialisme vulgaire, qui vont répétant « la dépense publique est bonne en soi parce qu'elle soutient la demande, donc la croissance et donc l'emploi. Et si l'économie est malade, c'est parce que les déficits ne sont pas encore assez colossaux. » Eh bien, nous avons eu les déficits, mais certainement pas la croissance et encore moins l'emploi. Nous avons une économie dont la compétitivité s'érode à très grande vitesse, comme en témoigne notre balance commerciale, 75 milliards de déficit l'an dernier. Nous avons un niveau de dépenses publiques extravagant et sans équivalent dans le monde à 55,8% du PIB cette année. Nos gains de productivité s'amenuisent de plus en plus, contrairement à ce que répètent des médias mal informés. Nos entreprises sont écrasées de charges sociales et n'investissent plus. Et maintenant, les vraies difficultés commencent. Je ne parle pas seulement de la probable dégradation de la note de nos collectivités locales, dont la dette a explosé, ni de celle des entreprises publiques, mais je veux parler des fameuses digues anti-crise de la zone euro. Car il ne reste plus que 4 pays dans l'Euroland à conserver leur triple A, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande et le Luxembourg. L'Italie et l'Espagne on les aura vus dégringoler de 2 grades en une seule fois. C'est maintenant le Fonds européen de stabilité financière qui va être jugé moins fiable et le MES, le mécanisme européen de stabilité, n'est pas prêt encore. D'ores et déjà, les Allemands font leur compte et calculent ce qui va leur en coûter. Rien que pour le Fonds européen de solidarité et de stabilité financière, pour qu'il conserve son triple A, il faudrait que l'Allemagne porte sa garantie de 44%, ce qui est le cas actuellement, 44%, à 75% du total, au risque d'y laisser elle-même son triple A. Pour les candidats en campagne, en tout cas, la ligne est tracée. Il leur est interdit d'annoncer des mesures susceptibles d'alourdir encore la facture. La chronique de Brice Couturier, franceculture.fr. Réaction, Nicolas Bavré? Je crois que ce qui vient d'être dit est parfaitement exact, c'est-à-dire que la France est quand même dans une position assez particulière parce que dans la plupart des pays développés, l'augmentation de la dette est consécutive à la crise de 2008. Grosso modo, pour échapper à une grande déflation, les pays développés ont mis 40% de leur PIB sur la table pour sauver les banques, pour relancer l'activité. Et d'ailleurs, on a eu tout à fait raison de le faire. La France, ça n'est pas le cas. Le plan de relance a été assez limité et en réalité, l'augmentation de la dette de 640 milliards depuis 2007, elle n'est qu'à un petit tiers liée à la crise. Le reste, c'est bien la suite d'un modèle économique qui, depuis 3 décennies, qui est fondé sur la consommation, qui est alimenté par des transferts sociaux, qui sont eux-mêmes alimentés par la dette publique. Et c'est ça qui a été aujourd'hui, qui est aujourd'hui arrivé à terme. Et ce qui est pour la suite, ce qui va se passer, c'est là où il y a maintenant un moment décisif, et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe, c'est que d'un côté, les taux d'intérêt vont monter pour l'État, les collectivités, comme il a été dit, pour les entreprises publiques. Pardonnez-moi juste d'être terre à terre. Oui, et puis mais pour vous et pour moi, là, pour nous tous, là, qu'est-ce qui va se passer avec nos banques, hein? Alors, il est clair que les banques françaises, les emprunts, elles vont aujourd'hui se financer de manière plus onéreuse sur les marchés. Donc, quand on explique, moi, si je dois emprunter pour acheter un frigo là tout à l'heure, est-ce que on va me faire les taux d'intérêt augmentent pour les banques, ils vont augmenter pour les clients des banques. Je crois qu'une fois de plus, on a essayé de vider ce qui se passe de sa substance en expliquant qu'aux États-Unis, ça n'avait pas eu d'effet. Aux États-Unis, ça n'a pas d'effet parce que c'est la première économie du monde, parce qu'ils ont le dollar et parce que, comme il y avait des problèmes dans la zone euro, les gens sont allés sur le dollar. La France, elle est dans une position qui n'a rien à voir. C'est aujourd'hui une économie dominée, c'est un pays qui emprunte 70% du financement de la dette est effectué par les marchés, les investisseurs internationaux, alors que c'est par exemple pas du tout le cas ni du Japon ni de l'Italie. Enfin, c'est une dette qui est libellée à très court terme parce que les responsables de la gestion de la dette française ont voulu profiter du fait que les taux court terme étaient tout à fait bas. Donc aujourd'hui, c'est un pays qui est en risque majeur pour 2 raisons. D'abord parce que c'est le pays de la zone euro qui va avoir le plus besoin de faire appel au marché, 180 milliards en 2012, 220 milliards en 2013. Et ensuite parce qu'on rentre dans la spirale infernale où on a des taux d'intérêt qui vont monter d'un côté et une croissance qui est nulle de l'autre. Et ça, c'est... La croissance, les politiques la donnent pour 1% cette année, d'autres à 0,5, et vous? Raisonnablement, elle sera quelque part entre 0 et moins 0,5.
Oui, mais ça veut dire pas de croissance, quoi. Enfin, grosso modo. Ça veut dire une récession, beaucoup moins importante que celle de 2009, mais une récession légère, mais une récession. Guillaume Duval et Michel Alietta. Guillaume Duval, vous voulez intervenir ? Oui, enfin par rapport à ce qu'a dit Brice Couturier, qui ne m'étonne pas venant de lui, mais je crois qu'il y a une erreur de diagnostic sur 2 points. D'une part, depuis 15 ans en France, les dépenses publiques, au-delà des effets de la conjoncture économique, les dépenses publiques n'ont absolument pas augmenté. En particulier le fonctionnement, le coût du fonctionnement, y compris avec les dépenses des collectivités locales. Le coût de fonctionnement de l'État, c'est-à-dire le coût de l'État employeur producteur, a au contraire baissé depuis 15 ans. On est en particulier dans un pays où aujourd'hui on dépense 1,5 point de PIB en moins pour l'éducation par rapport à ce qu'on dépensait en 1900. Chaque poste par rapport à ce qu'on. Mais quand je vous dis qu'on est à 55,8% de dépenses publiques, vous ne parlez pas en même temps. Vous contestez mon chiffre que j'ai sous les yeux ? Non, je ne conteste pas ce chiffre. Je dis simplement qu'il est stable. Que les dépenses publiques sont stables depuis 15 ans en France, qu'en particulier un certain nombre de dépenses essentielles pour l'avenir du pays, notamment l'éducation, ont au contraire baissé, et que je ne suis pas sûr qu'on ait bien préparé l'avenir en les faisant baisser de la sorte, que le seul problème des dépenses publiques françaises depuis 15 ans, c'est, depuis 10 ans plus exactement, c'est la baisse des recettes. La dépense publique était de 53% en 2006, elle est de 55,8% en 2012. Vous ne pouvez pas donc dire qu'elles ont baissé. En volume, elles sont restées stables. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une crise, au cas où ça ne vous aurait échappé entre-temps. Donc le seul problème qu'il y a eu pour les dépenses publiques depuis le début des années 2000, c'est les baisses d'impôts qui ont été faites par tous les gouvernements. C'est pas une question de droite-gauche, c'est la gauche qui avait commencé en 2000-2001, mais ça a été massif. Monsieur Cotis, qui n'est pas soupçonnable d'être quelqu'un d'alternatif, de gauche, etc., donc qui est le directeur général de l'INSEE, estimait dans un rapport que l'ensemble des baisses d'impôts qui ont été consenties depuis le début des années 2000 avaient abouti à un supplément de dette publique de 400 milliards d'euros, soit 20 points de PIB. Donc c'est vrai que c'est une très grande faiblesse de la France d'avoir très mal géré ses finances publiques depuis le début des années 2000. Ce n'est pas exact que ce soit le fait de tous les gouvernements depuis 35 ans. Il faut quand même se souvenir que le gouvernement de Lionel Jospin avait fait baisser le poids de la dette dans le PIB en France. Bon, c'est vrai que Jacques Chirac avait beaucoup insisté pour qu'on redonne la cagnotte aux Français, mais il avait fait sous cet angle-là un gros effort. Depuis, si je peux me permettre de terminer sur un point... Voilà, parce que Michel Alietta attend la parole. Dans les 10 premières années de la zone euro, les Français ont été les seuls raisonnables dans la zone euro. La crise de la zone euro vient de 2 déséquilibres. Les Irlandais, les Espagnols, les Grecs, etc., qui se sont endettés comme des fous pour acheter des produits allemands, et les Allemands qui se sont beaucoup trop serré la ceinture, écrasant leur demande intérieure et dégageant des excédents de plus en plus considérables. Les Français ont été raisonnables. C'est les seuls où il y a eu à peu près une croissance très régulière de la consommation et très modérée des coûts salariaux. Le seul problème, ce qui fait qu'on est aujourd'hui pas en situation de dire aux Allemands la vérité, c'est-à-dire que c'est eux qui doivent s'ajuster les premiers en Europe, c'est effectivement parce que la droite a très mal géré les finances publiques pendant toutes les années 2000. Ça, on ne leur dira plus du tout désormais, parce qu'on n'a aucune crédibilité pour leur dire. Ils gardent leur triple A et nous, on en perd un. Donc, s'ils veulent mourir avec nous, ils peuvent mourir avec nous, mais alors, c'est pas leur intérêt. Michel Alietta. Oui, donc il est temps de parler zone euro, parce qu'aucun pays ne peut se sortir de sa situation tout seul. On a constitué une zone qui aurait dû être une puissance économique et qui est restée au milieu du gué parce qu'elle n'a pas développé les institutions politiques qui le permettaient. On est devant aujourd'hui une crise dont la seule solution positive est de faire avancer d'une manière décisive ces institutions. Quels sont les problèmes de fond au plan des réformes qui devraient arriver cette année, parce qu'on risque de tomber sur une crise, un retour de crise financière très violent qui mettra la zone euro à ce moment-là vraiment au pied du mur et on ne pourra plus rester aux petits pas successifs.
La première chose, c'est encore une fois que leur lien entre la monnaie et les économies soit un lien qui existe partout ailleurs. Tout se passe comme si l'euro était une monnaie étrangère pour chacun des pays. Et ça, maintenant, on en voit les effets. C'est-à-dire que si la Banque centrale européenne ne prend pas ses responsabilités, qui consiste, il suffit pas, c'est pas vraiment, si vous voulez, financer les États, c'est de dire aujourd'hui, les dettes publiques, on a construit une finance comme ça, c'est le pivot de toute la structure financière. Donc, si dans une politique dite macro-prudentielle, la Banque centrale est responsable de la stabilité financière et pas seulement de la stabilité des prix. Oui, ce que vous dites dans votre livre, vous dites, ça ne suffit pas, c'est une illusion. Il faut être responsable de la stabilité financière. La crise de 2008 l'a montré. En conséquence, elle doit assumer ce rôle et il ne suffit pas de le faire indirectement comme elle le fait aujourd'hui, en prêtant aux banques qui remettent l'argent tout de suite à la Banque centrale. Les banques ne jouent absolument pas le jeu. Il faut le très gros prêt de la Banque centrale européenne aux banques là, récemment n'a servi à rien. L'argent n'a pas été... Ça a accru les réserves des banques auprès de la Banque centrale. Oui, c'est ça. Donc on est à un circuit extrêmement court, si vous voulez. Pourquoi elles le font? Parce qu'elles sont dans une incertitude complète sur les décisions politiques qui permettent de relancer véritablement une voie. Donc c'est le premier élément. La Banque centrale, parce qu'il faudra éviter la contagion d'une possible, peut-être probable, sortie de la Grèce de la zone euro. Ce qui entraînerait immédiatement une contagion extrêmement violente. Il faut que la Banque centrale isole la Grèce, si vous voulez, si le processus se produit. N'oubliez pas que une banque centrale peut toujours le faire. Cette idée que la Banque centrale ne pourrait pas le faire est absurde. On n'a pas besoin de changer les traités pour ça. Mais non. Vous dites que non, vous, dans le livre. Mais non, parce qu'il s'agit d'une question de stabilité financière. On a construit un conseil de risque systémique pour ça. Si vous voulez. Pensez à la Banque nationale de Suisse. Pendant des années, elle n'arrivait absolument pas à gérer son change. À partir du moment où elle a dit « c'est terminé, je le fixe à 1,20 un franc suisse pour 1 euro et j'achète tout ». J'achète toutes les devises. La spéculation s'arrête. Si la Banque centrale fait ça, la spéculation ne durera pas. Elle n'a rien besoin d'acheter au bout le marché, elle en achètera peu. Le marché sera tranquillisé. La première chose à faire, c'est de tranquilliser les marchés financiers. Seule la Banque centrale peut le faire. Le deuxième élément crucial, c'est en effet de faire avancer la solidarité budgétaire, de fabriquer une union budgétaire et de le faire en obligeant les gouvernements... Parce que vous dites qu'aujourd'hui, c'est pareil, dans zone euro éclatement fédération, vous dites que cette solidarité n'existe pas dans les faits. Elle est érigée en façade, mais elle n'existe pas. Mais dans un sens très biaisé, qui est la décision du 9 décembre, qui est de dire, nous allons faire une règle d'or. La notion de règle d'or n'est pas encore bien définie, mais la chose importante, c'est de dire, je dois m'occuper, les gouvernements doivent sortir de l'annualité budgétaire et s'engager sur le temps futur, sur le moyen terme. Pour tranquilliser les marchés, il faut mettre les finances publiques sur une trajectoire où on puisse voir au moins à 5 ans. Et le faire de manière coordonnée, avec un aller-retour entre l'Europe et donc l'action collective, entre l'Europe et les parlements nationaux. Et accepter du coup, ce qui fera froncer les sourcils de Nicolas Bavray, accepter du coup ce que certains appellent une perte de souveraineté sur la gestion de nos États. On peut l'appeler partage de souveraineté. Ou partage de souveraineté. Mais c'est les solutions que l'Europe doit être faite comme ça. Dans votre livre, effectivement. Voilà, tout à fait. Et à partir de là, vous pouvez émettre des eurobonds. À partir de là, l'Allemagne acceptera d'émettre des eurobonds et vous pouvez constituer un grand marché financier et gérer la dette publique sur un espace beaucoup plus vaste et aller dans le temps. Il faut gagner du temps. Est-ce que, cela dit, Michel Alietta, j'entends évidemment ce que vous dites, et ce sont les principales thèses de votre livre, publié chez Michalon. Est-ce que, dans un même temps, on ne peut pas dire que tout cela, c'est un peu trop tard et qu'il va y avoir un phénomène, je dirais, psychologico-politique de cette dégradation de la note de la France et d'autres pays européens qui va entraîner des replis politiques que l'on peut craindre et qui va sans doute de moins en moins provoquer ce choc de la solidarité que vous appelez de vos voeux. Comment pour parler d'économie, mais de politique aussi, parce que les deux choses sont intimement liées. Là. Alors, c'est ça la grande question, parce que économiquement, je crois qu'en réalité, on est à peu près tous d'accord. C'est-à-dire que, premièrement... Oui, grosso modo, oui. Voilà.
Le problème de l'Europe, c'est de lever 800 milliards d'euros pour les États en 2012 et pour les banques de trouver 120 milliards d'ici à fin juin pour remplir les obligations prudentielles qu'on a infligées aux banques. Et aujourd'hui, le fonds de stabilité, comme il a été dit, il est mort-né puisque le triple A français fait que les engagements français devraient être repris en partie par l'Allemagne et qu'elle on ne en le représente fera 20%, nous, c'est ça, je crois, Absolument. la France, de ce fonds. Ensuite, il y a le problème de la croissance, puisqu'elle ne va pas être forte en France, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle ne va pas être forte dans la zone euro. Et enfin, il y a le problème de la Grèce. Ça, c'est le constat. Ce qu'il faudrait faire, c'est aussi assez bien documenté, j'allais dire. Je crois qu'il y a un assez large accord, c'est-à-dire, premièrement, le gouvernement économique, deuxièmement, la Banque centrale, prêteur de dernier ressort, et on monétise les dettes, troisièmement, la solidarité financière, quatrièmement, la responsabilité budgétaire. Bon, et ça, finalement, à peu près tous les gens raisonnables arrivent à ça. Le problème, il est aujourd'hui politique. Et il est politique à deux niveaux. D'abord, l'Allemagne, contrairement, je crois, à l'optimisme de Michel Aglietta, l'Allemagne, pour l'instant, n'en veut pas. Et c'est parfaitement clair. Et le Bundestag, je rappelle quand même que le résultat du dernier sommet européen, qui ne répond à rien, mais ne répond à rien parce que le Bundestag a donné un mandat impératif à Mme Merkel, qu'elle a appliqué ensuite méthodiquement, il y a une divergence. En ce sens, la démocratie fonctionne très bien en Allemagne. Là, vous voyez, il est clair que le poids du Bundestag aujourd'hui, mais que ça pose quand même un problème pour le coup d'avoir un Parlement national qui légifère pour les 16 autres. D'où l'idée de partager la souveraineté davantage, comme l'a dit Michel Aglietta. On est bien d'accord. On est dans un vœu peut-être un peu pieux aujourd'hui. Absolument. Et donc on a deux problèmes à régler. Un problème qui est le problème de ce choc déflationniste qui lamine les classes moyennes et qui partout génère du populisme et, comme vous l'avez dit, du nationalisme, du protectionnisme. Et donc chacun se replie sur lui-même. Et deuxièmement, le problème de la divergence économique qui crée quand même une divergence politique. Aujourd'hui, la Grèce est un pays qui politiquement est pratiquement ingouvernable. On a à l'inverse des pays d'Europe du Sud qui sont quand même relativement instables. Et puis on a effectivement un bloc Europe du Nord qui, lui, est à peu près stable économiquement, mais ce qui n'empêche pas, y compris dans des pays qui vont bien, la poussée de l'extrême droite qu'on peut voir en Suède ou en Finlande, même si la Suède est en dehors de la zone euro. Donc le problème, il est bien politique. Comment est-ce que j'arrive à cette solution économique qui est à peu près claire à partir de ces tensions politiques? Et nous avons un manque de leadership qui est aujourd'hui criant. La France défend des idées qui sont pas très loin des idées raisonnables, mais elle n'est plus crédible. Et à l'inverse, l'Allemagne, qui aujourd'hui a le vrai leadership de l'Europe et de la zone euro, elle ne veut pas de ces solutions raisonnables. Et puis elle va se faire haïr un peu plus davantage encore avec tous les phénomènes que l'on connaît, de xénophobie et autres. Enfin, l'Allemagne va se faire de plus en plus détester, évidemment, j'imagine, par le reste de l'Europe, non? Guillaume Duval, très vite, et Brice Couturier. Il ne faut pas désespérer de l'Allemagne non plus. C'est-à-dire que... Ah ben non, mais moi je ne désespère pas de l'Allemagne. Mais qui a que 6% de chômeurs, non, ça, moi j'en désespère pas du tout. Je préférerais être à leur place qu'à la nôtre. Avec 1% seulement de déficit budgétaire cette année, je préférerais être à leur place qu'à la nôtre. Le chancelier Helmut Schmidt a en particulier tiré la sonnette d'alarme assez vigoureusement, et je pense qu'il est encore entendu en Allemagne, lors du dernier congrès du SPD à Berlin, en rappelant à Angela Merkel que certes il y avait eu le choc d'hyperinflation de 1923, mais qu'il y avait eu aussi un autre choc en Allemagne qui était celui de 1933 et qui n'était pas sans rapport avec la politique déflationniste menée en Allemagne même par le chancelier Brüning, avec le soutien très actif du Premier ministre Laval en France et dans les autres pays européens. Je crois que la conscience que les politiques qui sont prônées aujourd'hui par la droite allemande sont susceptibles de mener l'Allemagne, enfin l'Europe, mais aussi l'Allemagne, dans une situation très défavorable et voire une crise sociale et politique majeure, progresse en Allemagne. Il faut se souvenir aussi que, certes, l'Allemagne, c'est un pays où le chômage pour l'instant a baissé, mais les perspectives économiques pour l'Allemagne même sont très mauvaises pour cette année. C'est ce que vous nous dites dans l'actualité économique depuis des années, et puis finalement la situation est toujours aussi positive chez eux. Non, elle n'est pas du tout positive. L'investissement, 6% de chômage contre 10%. Vous parliez de l'investissement tout à l'heure, monsieur Couturier. L'investissement, il est très inférieur en Allemagne à ce qu'il est en France, et ça depuis très longtemps.
L'Allemagne, c'est un pays qui désinvestit sur le plan de l'investissement public. Pour l'instant, ça va encore, mais ça ne peut pas durer tout le temps, ça. Et quant à la situation démographique, on en reparlera dans 10 ans, si vous voulez bien. Ça, la situation démographique, je vous l'accorde volontiers. Mais pour simplement, reprendre un exemple historique... Si je peux terminer... Si je peux terminer. D'un mot et Brice Couturier. Allez-y, Guillaume Duval, mais terminez un peu. Allez-y, terminez. D'accord. L'Allemagne est susceptible, je crois, de changer assez rapidement de politique maintenant. C'est vrai que les processus politiques prennent du temps en Allemagne, mais l'effondrement du parti anti-européen qui est devenu le parti libéral, le parti qui bloque pour l'instant la coalition et les décisions raisonnables qui pourraient être prises par l'Allemagne, l'effondrement politique de ce parti est très porteur d'avenir. Allez, Brice Couturier. Pour rebondir ce que vous disiez, Guillaume Duval, sur l'exemple allemand et l'histoire de l'Allemagne. Vous avez lu sans doute ce livre de Götz Haby, cet historien allemand, qui s'appelle « Comment Hitler a acheté les Allemands ». Il y montre en particulier comment Hitler a fait défaut sur la dette allemande, comment Hitler a fait cavaler la dette allemande en faisant de pseudo-investissements, les autoroutes, etc., une économie dirigée qui était extrêmement chère et qui a mené inévitablement à la guerre, parce que pour financer cet effort colossal d'investissement, il fallait effectivement aller piller les pays étrangers. Quant à l'hyperinflation des années de 22 et 23, il y a le fameux bouquin Souvenir d'un Allemand de Hefner qui est extraordinaire, où il montre effectivement que le nazisme procède précisément de l'inflation, parce que pendant l'hyperinflation, toutes les valeurs avaient été perdues. Mais je voudrais revenir au sujet du jour, la dégradation de la note française par Standard & Poor's, et citer là une note de Christian Saint-Etienne qui était parue dans Atlantico le 26 décembre et qui était assez prophétique, puisque finalement il disait exactement ce que nous reproche Standard & Poor's aujourd'hui. C'est-à-dire il disait qu'il y a deux problèmes et qu'il ne faut pas les mélanger. Il y a une crise de la gouvernance européenne, je crois qu'on en a pas mal parlé, et Michel Aglietta a lancé un certain nombre de pistes qui forcément seront reprises, parce que sinon nous allons vers la fin de la monnaie unique, notamment un budget européen. Mais il y a un deuxième problème qui est un problème spécifiquement français, disait Christian Saint-Etienne, c'est la perte de compétitivité de la France. La France a perdu 40% de ses parts de marché à l'exportation entre 1998 et 2011. Je ne crois pas que ce soit le cas de l'Allemagne, c'est le contraire. Depuis 1992, il disait Christian Saint-Etienne, la France a laissé dériver ses finances publiques. Le niveau de ses dépenses publiques aujourd'hui est anormalement élevé. Ça aussi, on ne l'a pas suffisamment dit. On est à 8%, la dépense publique française est à 8% supérieure à celle de l'ensemble de la zone euro, moins la France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin, contrairement à ce que semblent désirer certains autour de cette table. Et donc, il ne faut pas perdre les deux bouts de la chaîne si on veut essayer de traiter cette crise. C'est-à-dire à la fois la gouvernance européenne et en même temps la remise à niveau de notre compétitivité à nous, Français, et la dégradation de nos finances publiques qui est devenue intolérable. Alors, qui va faire le juge de paix entre Couturier et Duval? Je ne me permettrai pas d'être... D'abord, juste un point d'histoire, parce qu'il y a eu un petit anachronisme de Guillaume Duval. Je rappelle que Hitler arrive au pouvoir en 1933, Brüning c'est avant, et Laval c'est 1935 en France. Donc on ne peut pas faire de... donc là, il y a un problème, mais ce n'est pas le cœur du débat. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, dans les obsessions allemandes, il y a cette hyperinflation, avec l'idée que l'hyperinflation, d'ailleurs, a ceci de commun avec la déflation, que ça lamine les classes moyennes qui sont le cœur des démocraties. Et c'est ce qui se passe. Donc, parce que ça va être le vrai problème. Le vrai souci, désormais, il n'est pas tant au fond qu'on n'ait que 2A au lieu de 3. C'est que ces 2A nous conduisent vers des lendemains politiques très compliqués. Alors, oui, mais si vous voulez, là encore, pour être froid, et je pense que de fait, la situation de l'Allemagne aujourd'hui, l'Allemagne a un problème de démographie, elle a un problème de ses banques. J'appelle quand même l'attention sur la démographie. La chose va se corriger d'une manière qui est inattendue, c'est qu'aujourd'hui, tous les jeunes qualifiés d'Europe du Sud sont en train d'immigrer vers l'Allemagne. Vous avez des dizaines de milliers de jeunes Espagnols, de jeunes Grecs, de Portugais qui aujourd'hui sont en train d'aller s'installer en Allemagne parce qu'elle est en pénurie d'emploi sur toute une série de secteurs. Donc ça... Et par ailleurs, c'est vrai qu'on ne va pas plaindre les Allemands. Cette année, c'est 3% de croissance. Ça a peut-être diminué, mais quand on part de 3% de croissance, c'est mieux que de partir d'un peu plus de 1% comme nous. Ils sont à 41 millions d'emplois, ce qui est un record absolu, 6% de chômeurs. Ils ont 1000 milliards d'euros d'exportation. Donc pour un pays qui investit soi-disant pas, on se demande comment on exporte sans investir, ni innover. Et ils ont un déficit réduit à 1%. Donc, mais si vous voulez, le problème de l'Allemagne,
c'est que de fait, à moyen terme, elle ne gardera certainement pas ses performances dans un continent et une zone euro dévastée. Et donc, c'est ça le problème de fond qui se pose. Et c'est là où on en revient à la politique. Comment est-ce qu'on arrive à trouver un compromis entre ces trois Europes ? L'Europe de l'Allemagne et de sa zone qui va bien, l'Europe du Sud qui file vers le surendettement, et un pays comme la Grèce, qui est un pays aujourd'hui qui va droit vers le défaut. Et comme il a été dit, maintenant, il faut trouver des solutions dans les 3 mois qui viennent. Et donc la pression, elle est extrêmement forte. Est-ce qu'on peut trouver des solutions ? Réponse oui, parce que justement, si vous prenez l'Allemagne, elle a passé 10 ans à débattre de son déclin dans les années 90, elle a réussi sa réunification et ses réformes. Un pays comme le Canada, un pays comme la Finlande, un pays comme la Suède, ce sont des pays qui ont réussi à baisser leur dette publique de 25 à 40% en 10 ans. Si on prend le Canada, ils ont mis 10 ans à récupérer leur AAA, ça a été la même chose pour d'autres pays. Donc, est-ce que c'est possible ? Réponse oui. Un pays comme la Suède aussi, cette année, la Suède, c'est quand même 4% de croissance, le plein emploi et un excédent budgétaire. Simplement, et on ne peut pas dire que ce soit un enfer social. C'est un pays où la protection sociale marche mieux que celle de la France, et c'est un pays qui a baissé ses dépenses publiques de 10 points de PIB en 10 ans. Donc ça montre bien qu'on peut être compétitif, flexible et parfaitement et avoir un très fort degré de protection sociale. Et soit dit en passant, la Suède, d'un point de vue social, est un pays qui se porte infiniment mieux que la France. Il y a beaucoup moins de précarité, il y a beaucoup moins de chômeurs et il y a une protection sociale qui marche infiniment mieux. Et c'est un pays qui investit 4,2% dans la recherche. Donc on ne va pas m'expliquer que c'est un pays qui fait ni d'éducation ni de recherche. Vous êtes Nicolas Bavrez qui défend le modèle nordique. Non mais attendez, oui, faites très court là parce que l'heure qui tourne et j'ai plutôt ma Cluzel sur le feu. Donc, non, mais voilà. C'est juste, voilà, je n'ai pas pris la parole dans le débat et c'est vrai qu'il y a moult choses à dire, mais je suis très étonnée du fait que dans le diagnostic, il y a quand même le problème du pouvoir de la finance et que cette question-là depuis tout à l'heure est éludée. Et je suis désolée, si les remèdes ne sont pas portés sur le cœur du problème, à savoir le choc financier et le pouvoir des peuples à décider de l'économie et de la façon dont tout ça fonctionne. Ah mais si les peuples décident de l'économie comme en Hongrie, on va rigoler. Clémentine. Pourquoi comme en Hongrie ? Ça, en Hongrie, c'est le peuple a voté et la Hongrie décide de mesures que on n'aimera sans doute pas avoir appliqué en France si le même type de gouvernement passe. Mais pourquoi vous prenez ce modèle-là ? Parce qu'il est tout récent, il est là. Oui, mais je ne vous parle pas de ce modèle-là. Nous y sommes. Je ne vous parle pas de ce modèle-là. Oui, mais c'est le modèle du peuple souverain en Hongrie aussi. Ça, c'est votre conception du peuple. C'est la façon dont vous pensez que le peuple se comporterait. Non, c'est l'actualité. Non. C'est le modèle populiste. Justement, si on tire les expériences de pays qui ont réussi, le cas de la Suède, de la Finlande, tout à fait intéressant, puisqu'il y a une crise financière gigantesque au début des années 90. Trois éléments de politique ont été cruciaux. Le premier, nationalisation des banques, élimination des dirigeants, élimination des actionnaires, injection de capital, sortie des dettes publiques de l'intérieur des banques et mise dans un fonds spécial, et restructuration du système bancaire par l'État. Première reprise par l'État en main de la finance. Deuxième élément, très forte dévaluation. Sans dévaluation du change, je ne peux rien faire. Et donc la seule possibilité à court terme qu'on puisse avoir, c'est une baisse considérable de l'euro. Espérons que cette baisse de l'euro continue. Troisième élément, des politiques budgétaires extrêmement volontaristes, liées à une politique industrielle. Je veux être à la pointe de l'innovation technologique. Pour cela, je restructure complètement mon budget sur une priorité maximale à l'éducation et une priorité maximale à la recherche. Il a fallu 5 à 6 ans avant que ces dettes publiques se mettent à baisser. Parce que la croissance est repartie. C'est exactement l'opposé des politiques qui sont menées en zone euro aujourd'hui. 8h46, le coup d'œil de Thomas Cluzel, le AAA français vu de Belgique. Exactement, article signé du correspondant à Paris du journal de Bruxelles le soir, avec donc cette question: Nicolas Sarkozy est-il mort politiquement ? Comme lui-même le laissait entendre il y a quelques mois encore, en évoquant la dégradation de la note française. Tout d'abord, écrit Jean-Noël Cohenno, il ne faut jamais enterrer un politicien français. Cette espèce particulière semble posséder à l'égal des chats 9 vies au moins, et Alain Juppé est là d'ailleurs pour le démontrer. Ensuite, Sarkozy donne toute la mesure de son énergie lorsqu'il est assiégé par l'adversité. Ce coup du sort va sans doute donc agir sur lui à la manière d'un produit dopant. Il mènera sa campagne présidentielle
présidentielle avec encore plus d'agressivité qu'auparavant et les missiles voleront plus bas que jamais. Enfin, l'alternative offerte par ses adversaires n'enthousiasme pas franchement les Français. François Hollande et les socialistes n'ont pour l'instant guère expliqué leur programme, ou alors de façon confuse, comme avec la réforme du quotient familial. Marine Le Pen, elle grimpe dans les sondages, mais personne ne la voit prendre en main le destin économique de la France. Taper sur les immigrés est une chose, sortir une vieille nation de l'ornière en est une autre. Reste François Bayrou, qui lui aussi a réussi une percée spectaculaire dans les sondages. Le patron du MoDem a conduit son début de campagne de façon convaincante en dénonçant la désindustrialisation de la France. Sur le plan économique, il a démontré sa crédibilité en décrivant les ravages de la dette dès 2007, mais Bayrou reste un homme seul. Voilà pourquoi, conclut Jean-Noël Queneau, les électeurs français, non sans une certaine angoisse, cherchent encore désespérément un président triple A. Merci Thomas Cluzel. Ce sera la dernière question et je vous demanderai une réponse très courte à chacun. Standard & Poor's, vendredi 13, a fait le résultat de l'élection présidentielle à venir, entre guillemets. Non, pas du tout. C'est de même que c'est pas les marchés qui font le monde, c'est la politique. Aujourd'hui, tous les problèmes du monde sont des problèmes qui dépendent de la politique, et y compris la zone euro, comme on l'a démontré. C'est vrai également de la gestion des risques systémiques, c'est vrai des problèmes pétroliers, c'est vrai des problèmes écologiques. Donc aujourd'hui, il est clair que c'est la politique qui va déterminer la manière dont ou non la France se redressera et la zone euro survivra. Guillaume Duval, très vite. Je crois qu'en tout cas, la gestion de la crise de la zone euro dans les mois qui viennent fera l'élection présidentielle. Ce qui me paraît clair, par contre, c'est que les dirigeants qui ont failli depuis 2 ans ne peuvent pas être ceux qui trouveront les solutions pour sauver la zone euro et pour faire une autre politique en Europe. Michel Alietta. Espérons que Standard & Poor's mette le débat politique au niveau où il doit l'être, c'est-à-dire sur les problèmes fondamentaux de l'économie française, plutôt que justement à éviter de voler trop bas.